Racine, c'est une association professionnelle d'enseignants patriotes. Ce n'est pas un parti politique, c'est une association liée au Rassemblement Bleu Marine. Et je remercie le secrétaire départemental de la Fédération de Vaucluse de nous accueillir dans sa permanence. Mais sachez-le, le collectif Racine est indépendant du Front National. Alors, pour introduire cette petite conférence, même cette grande conférence, je voudrais rapidement vous brosser un bilan du formidable travail qui a été réalisé ici en un an. Il faut bien reconnaître que notre travail n'est pas passé inaperçu, y compris aux yeux de la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, qui, il y a quelques mois, s'est publiquement inquiétée de l'écho grandissant de notre association sur une grande chaîne d'information nationale. Il faut savoir que lors des dernières élections régionales, le CEVIPOF a pu mesurer une très forte augmentation du vote patriote chez les enseignants, que ce soit en région PACA, mais aussi à l'échelle nationale. Il est vrai que le collectif Racine bouleverse assez bien l'ordre établi, je devrais dire plutôt le désordre établi, et croyez-nous, croyez-moi, nous allons continuer à œuvrer pour la défense de l'école. Notre bilan est important. Nous avons d'abord été en pointe dans le combat contre cette réforme des collèges dont vous avez beaucoup entendu parler, par la production de communiqués, par la participation aux journées de mobilisation nationale et par l'organisation de conférences dans tout le département. Nous avons aussi beaucoup travaillé à la production programmatique pour les dernières élections régionales, que ce soit en PACA ou ailleurs, et formulé un certain nombre de propositions qui ont eu beaucoup d'écho. Par exemple, la mise en place d'une bourse au mérite, afin de participer pleinement à l'égalité républicaine. Troisième et dernière action de notre collectif dans le Vaucluse, nous avons entretenu une communication régulière et permanente sur l'actualité des questions d'enseignement, sur des sujets aussi variés que la disparition des heures de provençal au collège d'Orange, le saccage des locaux dans les écoles primaires d'Apt ou encore les cambriolages en série dans les petites écoles primaires de nos villages. Donc voilà, un bilan très positif. Et ce soir, pour continuer dans cette lancée, j'ai le plaisir d'accueillir et de vous présenter un certain nombre d'orateurs que vous connaissez peut-être déjà. La première, elle a été une des premières à porter les questions d'éducation au sein du Front National. Elle est directrice d'école primaire publique à Tarascon, conseillère régionale de la région PACA. Je vous présente Valérie Lopi. Deuxième intervenant qui prendra la parole ce soir, il est professeur agrégé de philosophie dans l'enseignement public, véritable cheville ouvrière de notre association. Il est le président du collectif Racine, Alain Avello. Et enfin, pour commencer cette conférence, elle vous dira pourquoi l'éducation est un sujet qui compte à ses yeux et à celui de tous les patriotes. Elle est jeune mère de famille et porte les espoirs politiques de beaucoup d'entre nous sur la terre de Provence. Notre députée préférée, Marion Maréchal Le Pen. Merci Julien pour cette sympathique présentation. Merci à tous d'être venus ce soir. Merci à toi pour l'organisation de cet événement que nous accueillons avec plaisir à la permanence de Carpentras. Ce collectif, c'est vrai que j'ai particulièrement à cœur, déjà parce que c'est un collectif efficace, qui travaille, qui rassemble efficacement le monde enseignant, qui a vocation justement à participer ce monde enseignant à la réalisation du grand programme de refondation de l'école pour 2017, mais aussi à faire savoir, à faire connaître à ce monde enseignant et aux parents d'élèves quelle est la vision que nous portons de l'école. Et je crois que cela est utile puisque c'est une vision radicalement différente de celle qui a été portée par nos adversaires politiques, qu'ils soient d'ailleurs de droite comme de gauche, parce que précisément, ils sont tous les deux victimes du même logiciel. Ce logiciel qui a d'ailleurs fait de la mise en garde de Platon une réalité, une mise en garde que je vous cite, car je la crois particulièrement juste. Lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter,
lorsque les jeunes méprisent les lois parce qu'ils ne reconnaissent plus au-dessus d'eux l'autorité de rien ni de personne, alors c'est là, en toute beauté et en toute jeunesse, le début de la tyrannie. Il n'y a pas de fatalité, comme d'ailleurs dans bien d'autres domaines, que ce soit en matière sécuritaire ou en matière terroriste, il n'y a pas de fatalité aujourd'hui à l'échec de l'éducation nationale. Il n'y a pas de fatalité à la baisse constante du niveau des élèves, à la maîtrise de plus en plus imparfaite du français, à l'aggravation de l'insécurité au sein des écoles ou à la contestation de plus en plus fréquente de l'autorité du maître. Ce bilan, ce constat d'échec, il est la conséquence directe de réformes précises, identifiées, qui ont été mises en place ces dernières années, successivement et dans la même logique par les gouvernements de droite comme de gauche. J'aime assez l'expression qui veut que Dieu se rit de ceux qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. C'est très amusant de constater aujourd'hui les gouvernements systématiquement déplorer à grands coups d'émotion l'échec qui est le leur, mais de ne jamais chercher à remettre en cause justement ces causes dont ils ont été à l'origine et que notre collectif se fait l'honneur de dénoncer évidemment, tout en proposant des solutions extrêmement précises. Et je crois qu'en matière scolaire, le chantier est immense. Ce n'est pas une évolution, c'est une révolution qu'il faut faire au sein de ce sanctuaire de l'éducation nationale, en changeant, je vous le disais, justement de logiciel. Selon nous, l'éducation nationale ne doit pas éduquer précisément, puisque c'est le rôle des parents que d'éduquer leurs enfants, mais instruire. C'est-à-dire instruire, transmettre des savoirs. L'école n'est pas un lieu de vie où l'enfant doit se distraire et construire son savoir par lui-même, mais un lieu d'effort et d'exigence avant tout. Il est grand temps de faire le constat objectif de l'échec de certaines méthodes pédagogistes qui ont entraîné la destruction de l'ascenseur social et le nivellement par le bas. À la fois sur les méthodes d'apprentissage, comme les EPI ou la méthode globale ou semi-globale de l'apprentissage de la lecture, et nos professeurs vous en parleront bien mieux que moi, ou sur la relation élève-professeur, en restaurant, entre autres, la valeur centrale de la discipline, de la laïcité et de la neutralité politique, afin que notre école ne soit plus prisonnière de quelques associations militantes. Et je pense que vous savez à quoi je fais référence. Alors pour instruire efficacement, eh bien, il faut arrêter de se perdre en multipliant les heures d'instruction sur des matières qui nous apparaissent assez farfelues, mais se recentrer, se concentrer au contraire sur les savoirs fondamentaux que sont le français et les mathématiques, par l'augmentation des heures qui n'ont eu de cesse ces dernières années de se réduire pour aujourd'hui arriver à la portion qu'on veut. Le retour de l'apprentissage chronologique de l'histoire, avec une histoire de France au centre de nos préoccupations et évidemment la valorisation de nos grandes figures historiques. Je crois que ce sera d'ailleurs l'un des grands vecteurs de cohésion dont nous devons de nouveau nous emparer afin de faire en sorte que la nation ne soit plus juste un slogan mais une réalité. Moi j'aime assez la définition de Renan de la nation qui dit « La nation c'est une âme, c'est un principe spirituel. Deux choses la constituent. L'une est dans le passé, l'autre est dans le présent, avoir fait de grandes choses ensemble, vouloir en faire encore, telle est la définition d'une nation. » Encore faut-il, pour stimuler cette envie de faire de grandes choses ensemble maintenant, savoir ce que nous avons fait ensemble hier, le valoriser, le mettre en avant et le transmettre, bien sûr, à ses élèves et à ses Français, afin d'éveiller en eux l'amour légitime qu'ils devraient avoir de leur pays. En cela, une vision d'ailleurs radicalement différente de celle qui est aujourd'hui véhiculée par l'école à travers les ELCO par exemple, qui à l'inverse cherchent à enfermer notamment les jeunes Français d'origine immigrée dans ces origines, ou à transmettre une vision assez réductrice et partiale de l'histoire de France en se concentrant sur certains épisodes de l'histoire qui, en conséquence, ont plutôt comme résultat d'accentuer ou de justifier les rancœurs d'un certain nombre de Français, notamment d'origine immigrée, à l'égard du pays d'accueil. Et puis enfin, je crois que c'est très important, l'arrêt de la notion utilitariste de l'apprentissage en vue de fabriquer de simples experts ou de simples spécialistes un peu sur le modèle américain. Mais revenir à une école qui a pour objectif de permettre la fabrication, si vous me permettez ce terme,
de citoyens solides sur leur base, capables d'esprit critique et parés d'un véritable bagage culturel. Car je rejoins assez la notion développée par François-Xavier Bellamy dans son livre Les Déshérités, qui dit que la culture, ce n'est pas de l'avoir, c'est de l'être. Et je suis très attachée à cela, et parce que je suis attachée à cela, nous sommes de ceux qui considérons que l'apprentissage du latin et du grec, par exemple, sont des notions fondamentales, évidemment, qu'il ne faut pas abandonner, comme le fait aujourd'hui de façon extrêmement perverse la ministre de l'Éducation nationale. Alors, comme vous le voyez, nous allons rentrer dans le détail lors de cette conférence. Le chantier est immense, mais notre motivation et notre ambition l'est tout autant. Et nous avons les compétences pour cela. Vous allez en avoir la démonstration ce soir. Et justement, en parlant de compétences, je laisse la parole à Valérie Lopi, qui est donc conseillère régionale, vice-présidente du collectif Racine et également directrice d'école primaire en ZEP. Je vous remercie. Chers amis, chers parents d'élèves, chers enseignants, donc je suis effectivement directrice d'école en ZEP depuis 22 ans, enseignante aussi, j'ai toujours des élèves de CM2 et je suis toujours heureuse et j'aime toujours mon métier, bien que les difficultés effectivement sont de plus en plus importantes. L'intitulé de notre réunion est « École, un enjeu pour toute une nation ». J'aime beaucoup cet intitulé parce que je crois que l'amour de l'école ne va pas sans l'amour de notre pays. Et le sens de l'école est bien, comme l'a dit Marion, d'instruire nos enfants afin qu'ils deviennent des adultes responsables, capables de participer activement à la grandeur de notre pays et bien sûr maintenant capables de participer au redressement de notre pays. Alors me direz-vous, la tâche est vraiment immense. Car comme le disait un slogan du Front National il y a déjà de cela quelques campagnes, ils ont tout cassé. Or, voir se casser l'école primaire est une injustice insupportable quand on sait qu'un enfant a un énorme potentiel d'apprendre pour grandir, une soif immense de faire confiance à ses maîtres, alors ce massacre de l'école est synonyme de gâchis de générations entières. Depuis 2012, Vincent Peillon, alors ministre de l'Éducation nationale, a entamé le processus de refondation de l'école. Pour le primaire, les réformes qui en ont découlé sont le changement des rythmes scolaires, essentiellement, donc ce qui est vraiment un échec sur le terrain, sur le plan des apprentissages et surtout sur le plan désordre dans les établissements. Et il y a, à la rentrée 2016, un changement de programme pédagogique. Donc vous voyez que régulièrement, il n'y a pas que les socialistes qui depuis 2012 nous fournissent réforme puis réforme, mais là régulièrement depuis 2012, on nous annonce de nouvelles mesures pédagogiques. Or, il faut se rendre compte que celles pour le primaire visent maintenant directement, et c'est ce dont je vais vous parler, la langue française. C'est à mon sens très délicat de bouleverser une langue car celle-ci correspond à toute l'élaboration de notre pensée au fil de notre histoire française. Alors si notre langue est dénaturée, c'est l'identité de notre pays qui est atteinte et affaiblie. Or, on est donc en droit de se poser la question, notre ministre de l'Éducation nationale, nos gouvernants, dans leur ensemble, n'ont-ils pas la volonté finalement d'affaiblir notre nation au point de prendre le risque qu'elle ne disparaisse? Alors voici en quelques minutes la démonstration du processus d'affaiblissement de la langue française à l'école primaire. Vous avez bien sûr entendu parler de la dernière réforme qui vise l'orthographe. Pour quelles raisons les élèves apprendraient-ils mieux un mot sans accent circonflexe, par exemple? Je pense au contraire d'ailleurs que souvent cet accent est remarqué par les enfants. D'ailleurs, une maîtresse sans accent circonflexe, est-ce que c'est encore une maîtresse? Alors, la ministre voudrait-elle que nous tendions vers l'écriture phonétique, celle des SMS? Eh bien, je dis que la ministre a choisi la régression, parce qu'elle préfère annoncer une mesure originale,
Une mesure encore jamais sortie du chapeau, plutôt que d'affirmer que l'école doit recouvrer de la rigueur, parce que la véritable égalité des chances, comme ils disent, c'est finalement la transmission du savoir en réalité, l'autorité des maîtres et l'effort. La solution est simple concernant l'orthographe. Elle part de l'apprentissage de la lecture, qui doit être absolument syllabique. Vous comprendrez qu'en devant saisir globalement l'image des mots, dans les méthodes globales qui ont lieu depuis 30 ans, sans passer par la première articulation B et A pour bas, l'enfant ne peut retenir l'orthographe des mots. C'est la raison essentielle pour laquelle l'orthographe est effectivement calamiteux aujourd'hui. D'autre part, il est indispensable de faire des exercices de systématisation qui entraînent véritablement la mémoire. Il faut dire que l'apprentissage solide prend du temps et que l'on a demandé aux enseignants du primaire de faire de l'informatique, de l'anglais, de l'éducation à la santé, de l'éducation à la route, etc., etc. Et en 30 ans, on est passé de 15 à 9 heures de français par semaine au CP. On a par conséquent rogné sur le temps consacré à la systématisation, à l'orthographe, aux exercices d'orthographe. Najat Vallaud-Belkacem a pourtant affiché à grands coups de communiqué, je ne sais pas si vous les avez vus, au mois de janvier, qu'il y aurait une dictée par jour à l'école primaire. Or, j'ai lu les programmes qui nous attendent à la rentrée, nulle question de dictée quotidienne dans les nouveaux programmes. J'ai bien sûr constaté un autre facteur d'atteinte grave à notre langue. Marion l'a évoqué tout à l'heure, ce sont les cours d'arabe à l'école. Alors, ils deviennent effectivement de plus en plus présents dans nos écoles, puisqu'il y a de plus en plus d'écoles qui sont en ZEP, alors on appelle plus ça en ZEP maintenant, en REP, et la plupart des écoles en ZEP ont des cours d'arabe. Dans mon école, moi je suis fonctionnaire, hein, je n'ai pas mon mot à dire par rapport à l'institution de ces cours, donc je dois accueillir ce professeur d'arabe dans ma classe en fait. Alors, j'ai regardé en fait au niveau de législation parce que c'est vrai qu'on peut se poser des questions même au niveau légal. Alors je vais vous lire ce que j'ai vu sur Légifrance. Ils sont mis en œuvre sur la base d'accords bilatéraux prenant appui sur une directive européenne du 25 juillet 1977 visant à la scolarisation des enfants des travailleurs migrants. Donc aujourd'hui, moi je n'ai pas d'enfants de travailleurs migrants dans ma classe, mais c'est encore cette directive qui fait foi. Cette directive dispose que les États membres prennent, conformément à leur situation nationale et à leur système juridique, et en coopération avec les États d'origine, les mesures appropriées en vue de promouvoir, en coordination avec l'enseignement normal, un enseignement de la langue maternelle et de la culture du pays d'origine en faveur des enfants. Le principe qui fonde ces enseignements à l'origine est que la maîtrise de la langue maternelle est un préalable nécessaire à la réussite d'une langue seconde. Alors là, déjà, c'est absolument pas démontré. Et ça veut dire d'ailleurs que la langue seconde, ce serait le français. Vous voyez, alors qu'ils sont en France. Voilà. Les objectifs poursuivis étaient complémentaires. Structurer la langue parlée dans le milieu familial. Favoriser l'épanouissement personnel des jeunes issus d'autres cultures et valoriser la diversification des langues à l'école. Alors bien sûr, moi, en tant que directrice d'école, j'ai dit aux professeurs d'arabe, vous savez que si nous bénéficions de moyens de la ZEP, c'est parce que les enfants ne parlent pas correctement le français et que justement, ils parlent l'arabe chez eux. Et c'est pour ça que nous sommes en ZEP et que nous devons avoir des moyens supplémentaires. Et je lui dis, je trouve ça quand même étonnant que les moyens supplémentaires qu'on nous donne, ben, finalement, c'est de parler l'arabe. Vous voyez, donc c'est totalement incohérent. Voilà. Alors, la loi dit, aujourd'hui, il concerne aussi des enfants qui ne sont pas locuteurs natifs de la langue concernée et s'intègrent progressivement dans l'offre d'enseignement linguistique. Les enseignements de langue et de culture d'origine concernent principalement le premier degré. Ils sont organisés dans la mesure du possible dans les écoles. Les établissements où une demande des familles existe. Alors je peux vous dire que la demande elle est de plus en plus importante. Ils sont ouverts à tout enfant dont la famille souhaite l'inscription dans la limite des places disponibles. Dans le premier degré, les cours sont dispensés à partir du CE1. Donc ça veut dire que les enfants savent à peine lire et parler français justement, et ils ont
bénéficient de ces cours d'arabe. Et dans le second degré, je sais que ça existe aussi en collège et en lycée professionnel. Voilà, et donc les enseignants sont des enseignants originaires des pays du Maghreb. Alors maintenant, elle tend, Najat Vallaud-Belkacem, parce qu'elle a compris quand même que ça posait des problèmes dans certaines communes, à nous dire que ces enseignements, mais à la limite, je pense que c'est peut-être encore plus dangereux, ces enseignements seront intégrés sur le temps scolaire et seront considérés comme des langues vivantes. Et si la demande en langue arabe est supérieure à la demande en langue allemande, eh bien on fera de l'arabe à l'école pour tout le monde. Voilà. Donc c'est l'évolution qu'elle amorce. Donc voilà donc le cadre et la volonté de nos dirigeants, valoriser la langue arabe et au final la substituer à notre langue. Nous perdons en effet des heures de français, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et nous devrons instituer des cours d'arabe sur le temps de classe. Autre inquiétude légitime concernant ces cours, à l'heure où nous sommes en état d'urgence, il faut savoir que le professeur d'arabe, en tout cas à ma connaissance, je n'ai jamais vu d'inspecteur venir contrôler les cours d'arabe. Il pourrait donc enseigner à l'intérieur de nos propres établissements la charia ou le djihad. D'autant plus que l'arabe enseigné est celui utilisé pour l'enseignement de l'islam et non celui parlé à la maison. Autre trouble créé par la tenue de ces cours dans les écoles, la commune doit mettre à disposition ses locaux, le matériel pédagogique, du personnel municipal, sans l'accord du maire. Ce qui revient à dire que le contribuable paie ses enseignements sans qu'il y ait eu la moindre délibération en conseil municipal à ce sujet. Mais vous devez aussi peut-être avoir eu l'information, de plus en plus de maires écrivent au rectorat, à l'inspecteur d'académie, pour justement s'insurger contre ces mesures et refusent de mettre à disposition les écoles dont ils sont responsables. Donc je pense qu'il y a un vide juridique à ce niveau-là, mais il faudrait que d'autres maires puissent aussi s'insurger de cette façon. Alors bien évidemment, lorsque Marine sera au pouvoir, ces cours de langue seront supprimés. Ça va sans dire. Les heures de cours de français seront multipliées du CP au CM2 et je suggérerai à Marine, dans le cadre du collectif Racine, que l'enseignement des langues vivantes, comme l'anglais, soit enseigné sous forme de stage obligatoire durant les vacances scolaires d'été, encadrés par des professeurs certifiés en la matière. Parce que c'est vrai qu'actuellement, ce sont les instituteurs comme moi qui doivent faire les cours de langue vivante, comme l'anglais. Je ne suis pas spécialisée en anglais et je préférerais me concentrer sur apprendre à lire, écrire, compter, plutôt que faire mal des cours d'anglais. Voilà. Alors, je conclus maintenant en affirmant avec toute ma foi en mon pays et en mon école que lorsque Marine sera au pouvoir, les premiers à bénéficier de son bon sens et de sa détermination à redresser la France, ce seront nos enfants, car ils sont les plus réceptifs à ce bon sens. Débarrassés du carcan idéologique de l'éducation nationale actuelle, la réussite des élèves ne peut qu'en être décuplée. Je vous remercie. Alors, je sais que vous connaissez tous, je pense que la majorité des personnes ici connaissent Julien Langard, mais je tiens à le présenter. Donc, il est tout d'abord responsable du collectif Racine du Vaucluse. Il est aussi professeur d'histoire-géographie en collège et en lycée. Et puis, il est aussi conseiller municipal à Carpentras. Julien, tu as la parole. Merci pour ton intervention, Valérie. Je vois que tu as toujours autant le dynamisme qui te tient à cœur. Et c'est vrai que dans notre métier, il faut savoir que nous avons vraiment une vocation. L'enseignement, c'est une vocation. Et beaucoup d'enseignants, qu'ils soient professeurs des écoles, qu'ils soient professeurs de collège ou de lycée, aiment leur métier et veulent communiquer leur passion. Or aujourd'hui, c'est ce qu'on nous empêche de plus en plus de faire. Alors l'an dernier, je vous avais parlé de la réforme des collèges, et notamment des programmes d'histoire-géographie. Vous en avez tous entendu parler, ces fameux programmes où on raye d'un coup de plume l'Empire carolingien, l'humanisme, la Renaissance, l'histoire du protestantisme et des guerres de religion, et même la philosophie du XVIIIe siècle et la philosophie des Lumières, en faisant de ces programmes
une possibilité laissée au bon choix, au bon vouloir des enseignants. Nous sommes heureux parce que devant le tollé provoqué par ce projet, eh bien, le ministère a reculé et est revenu sur l'ancienne mouture des programmes, qui n'est pas idéale non plus, mais ça aussi, ça fait partie des victoires dont le collectif Racine peut eh bien, se prévaloir, même s'il n'a pas été seul, bien évidemment, à s'y opposer. Aujourd'hui, je voudrais vous parler plus précisément d'un mot un peu étrange que vous avez peut-être aussi déjà entendu, l'EPI. L'EPI pour enseignement pratique interdisciplinaire. Ces enseignements sont au cœur de la réforme des collèges voulue par notre ministre. Nous n'en avons pas beaucoup parlé jusqu'à présent parce que la question des programmes d'histoire l'avait emporté, ainsi que la suppression du latin, la suppression des classes européennes et des classes bilingues. Mais le problème de fond, je dirais, de cette réforme, ce sont d'abord les EPI, et je vais vous expliquer en quoi cela consiste. Les EPI sont, d'après les textes officiels, définis comme un temps d'enseignement obligatoire mettant en place une démarche interdisciplinaire à partir d'un thème qui regroupe deux matières. Vous avez compris? Non, vous n'avez pas compris. Alors je vais répéter. Les EPI sont un temps d'enseignement obligatoire qui met en place une démarche interdisciplinaire à partir d'un thème qui recoupe deux matières. Ces EPI sont assurés par des professeurs de deux matières concernées. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est simple. Avant, dans l'éducation nationale, vous aviez une organisation par discipline. C'est-à-dire qu'un professeur d'anglais, devinez ce qu'il enseignait? De l'anglais. Et pourquoi est-ce qu'il enseigne de l'anglais, le professeur d'anglais? Parce qu'il a une instruction, parce qu'il a une qualification, il a une formation. Bref, il a tous les outils nécessaires pour enseigner l'anglais. Et devinez ce qu'enseignait un professeur de maths avant? Najat Vallaud-Belkacem, un professeur de maths, enseignait des maths. Eh bien ça, c'est fini. C'est fini. Désormais, la part disciplinaire de l'enseignement va diminuer et à la place, on va avoir des EPI. Les EPI vont représenter 20% du total de l'enseignement dans les collèges. Ces EPI vont être enseignés à travers des thèmes. Il y a 8 thèmes. Je vous les donne pour votre culture. Premier thème, le développement durable. Ça, on ne peut pas l'éviter aujourd'hui. Deuxième thème, corps, santé et sécurité. Culture et création artistique. Information, communication, citoyenneté. Sciences et société. Langue et culture de l'Antiquité. Langue et culture régionale et étrangère. Et enfin, monde économique et professionnel. Donc ces modules, ces thèmes vont être organisés sur les horaires disciplinaires des enseignants, c'est-à-dire sur des heures de mathématiques, sur des heures de français, sur des heures d'histoire, etc. Au moins 2 thèmes devront être abordés chaque année et seront choisis librement par les professeurs. En fin de collège, ces EPI seront évalués dans le cadre du brevet des collèges. Ils s'inspirent de ce qu'on appelle une pédagogie de projet, à savoir qu'en fin d'année, les élèves devront finaliser leur travail par une production. Voilà pour ce que nous disent les textes, les textes officiels. Alors, quels sont les problèmes de ces EPI? Tout d'abord, ces EPI nous posent des problèmes pratiques très simples. Ils vont tout d'abord compliquer la composition des emplois du temps. Il faut savoir que les emplois du temps dans les établissements scolaires sont extrêmement complexes à organiser. Parce qu'il y a des cumuls d'options, des cumuls de dédoublement de classes, et donc rajouter des thèmes qui vont nécessiter la mobilisation de 2 professeurs différents, ça va être un casse-tête supplémentaire pour les directeurs adjoints. Deuxième problème, et là c'est encore plus important, imaginez un élève qui déménage en cours d'année, qui change d'établissement scolaire. Chaque année, il y en a. Rien ne garantit qu'un élève qui changerait d'établissement en cours d'année ne pourra retrouver dans son nouvel établissement le pays qu'il suivait dans son ancien établissement. Prenons l'exemple du latin.
Dans le cas du latin, eh bien, ce dernier, l'enseignement du latin, ne pourra se maintenir que dans le cadre de l'EPI, langue et culture de l'Antiquité. Si les professeurs d'un établissement scolaire ne choisissent pas le thème de l'EPI, langue et culture de l'Antiquité, eh bien l'élève ne pourra plus recevoir les enseignements complémentaires du latin. Donc, plus de latin. Ça, c'est un véritable problème, parce que dans cette réforme, le ministère a créé une concurrence et même une rivalité entre les langues comme le latin et le grec, les langues anciennes, avec les langues régionales. Par exemple, si le pays langue régionale a été choisi, eh bien, très certainement, il n'y aura plus de place pour le pays langue et culture de l'Antiquité. C'est le cas, par exemple, tout près d'ici, à Orange, dans notre département, car le collège d'Orange eh bien, a perdu son option provençale en classe de 6e. Donc, pour résumer, je reste sur le latin, pour résumer, ces EPI vont affaiblir considérablement l'enseignement des langues anciennes, et lors de notre dernière conférence, je vous avais expliqué à quel point ces enseignements sont importants pour la structuration de l'esprit et de la langue. Les langues anciennes, qui sont accusées à tort d'être élitistes, sont clairement une des cibles de cette réforme. Pour notre part, au collectif Racine, nous pensons que l'école doit être le creuset. Je dis bien le creuset permettant à tous de partager une culture commune. Les EPI, au contraire, vont contribuer à la différenciation des établissements et des parcours des élèves. Ces élèves qui n'auront ni vécu ni appris ensemble les mêmes choses, parce que le choix des thèmes va relever du bon vouloir de chaque établissement. Nous considérons que l'homogénéité sur le territoire, ce n'est pas du tout un frein à l'inventivité, au contraire, l'homogénéité, c'est une nécessité sociale. Mais le vrai problème de ces EPI, c'est un problème de fond. Problème de fond parce que, contrairement au discours angélique des partisans de cette réforme, les EPI en fait n'apportent rien de nouveau. Ils s'inscrivent dans le sillage des expérimentations pédagogiques qui ont été déjà réalisées à partir de la loi Jospin dès 1989 et qui prétendaient de manière complètement utopiste mettre l'élève, je dis bien, au cœur du système éducatif. Ces EPI, en fait, ne sont que le recyclage des parcours diversifiés que l'on a eu sous le ministre François Bayrou en 1994, ou encore les travaux croisés de Ségolène Royal. Ah, Ségolène Royal, c'était en 1999. Mais on a eu aussi droit également aux itinéraires de découverte, avec Jack Lang en 2001, les fameux IDD. Alors vous allez me dire, quelle est la différence entre ces IDD de Jack Lang, par exemple, et ces EPI? Eh bien, tout simplement que désormais, les EPI vont être pris sur des dotations horaires appartenant aux disciplines. Les IDD de Jack Lang n'étaient qu'un complément en plus des heures de maths, de français, d'histoire-géographie. Désormais, les EPI seront faits sur des heures disciplinaires. Alors, ces EPI sont les héritiers de toute une philosophie pédagogique qui s'est développée aux États-Unis au milieu du XXe siècle, sous l'influence de John Dewey, chef de file de ce qu'on a appelé l'éducation nouvelle. La structure du cours magistral étant considérée comme trop autoritaire et trop inhibitrice pour la créativité naturelle de l'élève, même chose pour la dictée ou la chronologie, eh bien les activités interdisciplinaires devaient permettre de donner à l'élève tous les moyens pour son émancipation par rapport à un cadre scolaire trop coercitif. Résultat, aux États-Unis, les activités scolaires non disciplinaires ont dépassé en nombre d'heures les enseignements magistraux. Et les tests de niveau effectués là-bas indiquent une fragilité de plus en plus grande des élèves sur les savoirs fondamentaux. Eh bien, la France a pris le même chemin que les États-Unis. Malheureusement, nous le faisons très souvent avec 30 ans de retard et sans nous apercevoir que les États-Unis commencent de leur côté à faire marche arrière. Permettez-moi de vous rappeler ces quelques chiffres que vous connaissez peut-être également, notamment ces fameuses enquêtes internationales PISA qui nous montrent que la France est passée entre 2000 et 2009
pour la compréhension de l'écrit, de la 10e à la 17e place. Aujourd'hui, près de 20% des élèves de 3e, donc fin de collège, contre 15% il y a 6 ans, sont incapables de résoudre un problème de mathématiques de niveau de CM2. Alors ces EPI, au total, vont représenter, puisque nous les avons chiffrés, 486 heures de cours qui disparaîtront sur l'ensemble de la scolarité d'un élève de collège. Je vous disais tout à l'heure, 20% du total. Et le plus tragicomique dans cette histoire, c'est que la ministre nous a expliqué que cette réforme avait justement pour but, devinez, de renforcer la place accordée aux enseignements fondamentaux. C'est formidable. Alors moi, je me méfie de ces promesses. Je connais un président de la République qui nous avait promis de faire baisser le chômage. Je connais un président de la République qui nous avait promis plus de proportionnalité et plus de représentation au sein de l'Assemblée et qui, il y a quelques semaines, eh bien, a tout fait pour rendre plus difficile aux petits candidats et aux petits partis la possibilité de se présenter aux élections présidentielles. Mais c'est une autre histoire. Donc la ministre nous promet que le collège de 2016 devra mieux enseigner les savoirs fondamentaux. Le slogan est tout trouvé. Collège 2016, mieux apprendre pour mieux réussir. Voilà la formule que les communicants du ministère de l'Éducation nationale ont élaborée pour vendre cette réforme lors des journées pédagogiques dans les établissements scolaires. Mieux apprendre pour mieux réussir. On peut se demander comment les savoirs fondamentaux pourront être maîtrisés quand 20% des heures d'enseignement seront absorbées par les EPI. Cette tartufferie pédagogique, parce que c'est le cas, s'inscrit dans la continuité des réformes pédagogiques du philosophe Bourdieu. Je vous ai parlé de l'école américaine. En France, nous avons un petit peu la même chose. Sous le prétexte fallacieux de lutter contre l'ennui en classe, on abandonne un peu plus la notion d'effort et la notion de concentration pour une vision ludique. Il ne faut pas confondre le bien et le bien-être de l'élève. Ce n'est pas la même chose. Toutes ces réformes ont pour dénominateur commun d'avoir provoqué une baisse constante, je dis bien constante, du niveau d'exigence et du niveau des contenus enseignés. Ce n'est pas en plaçant l'élève au centre du système, en prétendant lui faire inventer ses propres savoirs ou autre ineptie, mais en lui dispensant un enseignement exigeant et en lui donnant le goût de l'effort que l'école doit lui permettre de trouver du sens et de s'épanouir. Toute formation, je dis bien toute formation, demande un entraînement assidu selon des méthodes constantes. Le mépris dans lequel on tient aujourd'hui l'exercice scolaire est très dommageable. Ce sont des exercices répétés, d'année en année, qui permettent de faire naître le progrès et de se former. S'il est important de préserver la part de créativité de l'élève, il est aussi important de lui donner les règles qu'il pourra utiliser plus tard pour régler sa création. D'ailleurs, les spécialistes eux-mêmes sont contre ces enseignements interdisciplinaires. Je vais vous citer un bref texte d'Elisabeth Bautier, qui est sociolinguiste et chercheuse en sciences de l'éducation à l'Université de Paris 8. Elle a travaillé au lycée sur ce qu'on appelle les TPE. Les TPE, c'est l'équivalent des EPI, mais adapté au lycée. Moi-même, je fais partie de jury de TPE au lycée, et donc pendant la moitié de l'année scolaire, les lycéens choisissent un thème, en gros font ce qu'on appellerait un exposé, mais sur des heures prises, sur des heures normalement consacrées à de l'enseignement. Voilà ce que nous dit cette chercheuse. L'interdisciplinarité ne s'attache pas à des disciplines, mais davantage à la manière dont on traite les savoirs. Ce que nous avons observé depuis quelques années, c'est que les meilleurs élèves tirent un avantage supplémentaire de ce genre de dispositif. Les entrées par thème favorisent les élèves qui savent construire un texte ou qui ont une réflexion et qui sont capables de chercher dans différents domaines. Ils naviguent entre les savoirs. C'est une tâche sophistiquée
qui, à contrario, laisse les plus faibles sur le bord du chemin. Avec la généralisation de ces travaux interdisciplinaires, de telles méthodes et de tels écarts vont se creuser. Il faut savoir qu'en éducation, on parle de prérequis, c'est-à-dire ce qu'il faut savoir pour être un bon élève sans forcément l'avoir appris à l'école. Le vocabulaire, la culture qui font les bonnes copies, mais aussi une manière de réfléchir qui est attendue par le professeur, mais qui n'est expliquée nulle part. Eh bien, le problème de l'interdisciplinarité, c'est qu'elle confond les objectifs avec les méthodes. L'objectif de l'éducation, très clairement, c'est de donner les moyens à l'élève d'appréhender le monde dans sa globalité. L'interdisciplinarité, en quelque sorte, elle est la fin de l'éducation, mais elle n'est pas sa méthode. Cette pédagogie de projet nous pose problème, car elle multiplie des projets sans fin, et cela produit très souvent, eh bien, cela laisse les élèves démunis, perdus, et provoque une saturation de la mémoire de travail. Alors, au contraire, enseigner une discipline, enseigner les mathématiques, l'anglais, le latin, l'histoire, permet de décomposer des savoirs complexes. Et nous avons besoin de cette décomposition des savoirs complexes pour pouvoir justement les enseigner de façon systématique. Alors voilà, je ne parlerai pas des formations sur les EBI puisqu'elles n'existent pas. Elles sont limitées à un tout petit nombre de professeurs. Dans mon établissement de 50 professeurs, seuls 2 ont eu droit à la formation académique, c'est-à-dire moins de 5%. Donc, cette nouvelle manière de travailler qui révolutionne profondément les méthodes traditionnelles va être jetée en pâture, mise en application sans même que les professeurs soient formés. J'aimerais savoir dans quel métier au monde, dans quelle profession au monde, on peut, du jour au lendemain, changer sa méthode de travail sans formation. C'est complètement le signe d'une incompétence totale. Alors pour conclure, je voudrais reprendre les mots qui ont été formulés par la Société des agrégés de l'université. Cette réforme des collèges, elle est idéologique, contraignante et lâche. Idéologique car elle fait la part belle au constructivisme, à la primauté des compétences sur les connaissances, et elle se fonde sur un préjugé égalitariste sous prétexte de favoriser la réussite pour tous. Elle va supprimer des dispositifs avérés et fiables qui pouvaient permettre à un grand nombre d'élèves de développer leurs capacités et leur culture. Cette réforme est également contraignante car elle réduit la liberté pédagogique des enseignants pour lui substituer une liberté collective. L'équipe, le groupe l'emportera sur le professeur et pourra demain chercher à imposer une autre façon d'enseigner. Et enfin, cette réforme est lâche car elle attribue aux établissements une autonomie qui dégage la responsabilité du ministère. Donc vous l'avez compris, cette réforme nous interroge, et nous interroge vraiment sur la manière dont nous transmettons. Car l'enseignement, si vous me permettez cette note plus personnelle, ce n'est pas simplement une profession parmi d'autres au milieu de l'océan du marché du travail. L'enseignement touche à la transmission de ce que nous savons, mais aussi à la transmission de ce que nous sommes. Et c'est aussi en cela, je crois, qu'être professeur, c'est le plus beau métier du monde. Il faut sans doute retrouver cette certitude que le savoir libère les hommes en les inscrivant dans une continuité, celle des hommes qui les ont précédés, et dans une communauté, celle de la société dont ils partagent les valeurs. Il fut un temps où l'école apprenait aux jeunes Français ce que la France avait apporté au monde. Le mot éducation nationale signifie aussi et surtout éducation à la nation. Et Marion nous l'a bien dit tout à l'heure, éducation à la nation, c'est-à-dire transmission de l'amour des pères, du respect de leur œuvre, des valeurs culturelles et spirituelles dont ils ont vécu, et bien au collectif Racine, nous avons décidé de nous engager pour que notre littérature, notre histoire, nos sciences, pour que les trésors de l'intelligence accumulés par des générations et des générations puissent continuer à être transmis à la jeunesse de France. Je vous remercie.
Bien, mesdames, messieurs, chers amis, je tiens tout d'abord à vous dire tout le plaisir que j'ai à revenir à Carpentras, moins d'1 an après l'événement fondateur par lequel nous avions inauguré, en cette même permanence, la section vauclusienne du collectif Racine. Et j'exprime à Marion, dont je sais poursuivre avec attention son action à l'Assemblée nationale, combien elle est concernée par les questions d'éducation, toute ma gratitude pour son accueil ici dans le Vaucluse. Je remercie aussi, et très amicalement, Julien Langard pour son investissement à la tête de la section départementale du collectif Racine, de même qu'au sein de nos groupes de contributeurs qui travaillent sur le projet présidentiel. Qu'il me soit enfin permis d'exprimer le plaisir que j'ai à retrouver à l'occasion de cette conférence et de celle que nous donnerons ensemble dans l'Hérault après-demain, ma très chère amie Valérie Lopi, avec qui nous constituions, il y a de cela 2 ans et demi déjà, le collectif Racine, le rassemblement des enseignants patriotes et de tous ceux qui s'engagent pour le redressement de l'école et de l'université française. Que l'école soit un enjeu pour toute une nation, puisque tel est le titre de notre conférence de ce soir, laquelle inaugure donc un cycle de conférences que je poursuivrai à l'invitation de nos fédérations, vous en attestez d'abord, ne serait-ce que par votre présence nombreuse. Vous en attestez par le fait que, jeunes ou moins jeunes, actifs ou retraités, vous soyez ce soir venus entendre parler d'école. Vous en attestez par l'intérêt que vous portez à ce sujet majeur, sujet qui renvoie les moins jeunes d'entre vous à leur passé scolaire et étudiant, et donc, quelle que soit la génération à laquelle nous appartenons, nous savons bien combien l'avenir en dépend. Car tous, anciens élèves, parents d'élèves ou enseignants, comme tel est le cas de ceux qui se sont succédés à cette tribune, l'école, c'est incontestable, nous concerne tous. Et c'est d'ailleurs pourquoi le collectif Racine, qui n'avait à l'origine vocation qu'à réunir les professionnels de l'éducation, est désormais ouvert à quiconque se soucie de l'école. La nécessité nous est apparue avec la plus complète évidence, en effet, qu'il nous fallait nous tenir toujours plus près des difficultés que rencontrent les élèves et leurs familles, toujours plus à l'écoute des aspirations qui sont les leurs. Les familles étant, aux côtés de beaucoup d'enseignants, les premières à vivre et éprouver, et souvent dans la difficulté, les dysfonctionnements et pour tout dire, l'état largement calamiteux de notre système d'enseignement. L'école nous concerne tous parce qu'elle est le lieu où par excellence convergent les intérêts individuels et l'intérêt général, celui de la nation dans son ensemble. Il est d'abord dans l'intérêt fondamental de chaque enfant, de chaque jeune, que l'école lui donne les moyens de s'épanouir selon ses compétences, ses aspirations et ses goûts. Qu'elle lui donne les moyens de sa réussite personnelle. Les familles sont en droit d'attendre que l'école fonctionne pleinement comme vecteur de promotion sociale. Et il est tout autant dans l'intérêt collectif de la nation qu'en promouvant ainsi sa jeunesse, l'école assure l'avenir de la nation. Il dépend d'abord et très largement de son école que la France échappe à la relégation à laquelle nos élites depuis trop longtemps ont non seulement consenti, mais dont elles se sont faites les complices. Il dépend largement de son école que la France continue au contraire d'exister comme véritable puissance libre et souveraine. Notre nation a en effet besoin d'ouvriers, de techniciens et d'ingénieurs hautement qualifiés, en vue tout particulièrement de sa nécessaire réindustrialisation. Elle a aussi besoin de scientifiques qui soient à la pointe mondiale de leur discipline, car l'avenir d'une nation dépend largement de son aptitude à faire progresser la recherche. Elle a également besoin, bien sûr, d'hommes et de femmes de lettres qui œuvrent et continuent d'assurer son rayonnement culturel. Et c'est évidemment d'abord et surtout de l'école dont tout cela dépend. L'école constitue donc bien un enjeu pour toute une nation et un enjeu de premier ordre. Pourtant, l'école a été sapée, nous l'avons dit, vous l'avez dit, par des forces, par une logique antinationale et anti-républicaine qui l'ont progressivement détournée de ses missions, au point qu'elle ne remplit aujourd'hui que bien peu ses fonctions essentielles. Articles après articles, conférences après conférences, nous avons largement et de multiples fois décrit le processus et les causes de cette défection qui a conduit notre système d'enseignement depuis une bonne 40aine d'années à s'enfoncer peu à peu dans le déclin. Processus et causes sur lesquels Julien et Valérie sont largement revenus. Disons, pour être aussi bref que possible, car je voudrais surtout aborder devant vous les solutions auxquelles nous réfléchissons et que nous mettrons en œuvre à la faveur de notre arrivée aux responsabilités, que le déclin de notre école et de notre université tient à la convergence de 4 principales causes ayant, et pour le pire, agi de concert.
Tout d'abord, l'égalitarisme, également le pédagogisme dont nous avons parlé. En troisième lieu, la conversion de nos élites aux dogmes ultralibéraux de l'euromondialisme. Et en quatrième lieu, le peu de foi de ces mêmes élites dans la France, voire, et parfois, il n'est pas même douteux que ce soit le cas, leur aversion pour notre pays. L'égalitarisme, d'abord, relève d'un contresens total dans lequel Bourdieu, que Julien a cité, et ses disciples, pour lequel il porte une très lourde responsabilité, un véritable contresens qui a été commis sur l'égalité républicaine. Ainsi, on a cru que c'est en abaissant le niveau d'exigence que l'école serait démocratisée. En réalité, l'effet inverse a été produit, puisque ce sont les enfants qui avaient tout à attendre de l'école, c'est-à-dire ceux issus, pour reprendre un concept du même Bourdieu, de milieux dont le capital culturel était le plus faible, qui ne s'y sont pas retrouvés. Le pédagogisme, en deuxième lieu, constitue un véritable dévoiement de la pédagogie. Certes, la pédagogie est nécessaire, elle est absolument indispensable, car il ne suffit évidemment pas que les enseignants possèdent des compétences dans leur discipline pour qu'ils enseignent correctement. Mais on a commis une terrible erreur de logique en faisant une confusion entre une condition nécessaire et une condition suffisante. Si la pédagogie est effectivement nécessaire, elle ne saurait suffire et elle ne saurait constituer l'alibi pour reléguer à un rang subalterne les connaissances disciplinaires des maîtres. Du fait de cette confusion dramatique, le pédagogisme a eu pour effet dévastateur de conduire l'école à abandonner progressivement sa mission de transmission des connaissances. À ce titre, la formule chimiquement pure du pédagogisme est cette phrase demeurée célèbre, tristement célèbre, contenue dans la loi Jospin de 1989, qui préconisait qu'on place l'élève au centre du système comme référent de la culture commune. Qu'on mesure bien ce que cela signifie. On a donc renoncé, et de façon assumée, à élever l'élève, à l'élever dans le savoir. À mesure qu'on plaçait l'élève au centre du système, on a relégué le savoir à sa périphérie jusqu'à ne plus lui en transmettre aucun. Qu'on le dise une fois pour toutes, l'école est une chose bien trop sérieuse pour la laisser entre les mains des pédagogues. Et pourtant, il continue à hanter l'administration centrale, à faire du lobbying et à sévir dans les désormais intitulés SP, qui est la nouvelle désignation, depuis Vincent Payon, des anciens IUFM, Institut universitaire de formation des maîtres. Le comble étant que les formateurs qui officient, qui sévissent, devrait-on dire, dans ces IUFM, eh bien, prétendent expliquer aux nouveaux enseignants comment ils doivent s'y prendre pour enseigner à des élèves, alors qu'eux-mêmes n'enseignent plus devant des élèves réels et bien souvent n'étaient pas en mesure de continuer à le faire. La troisième cause du déclin que connaît notre école depuis donc bien longtemps déjà, c'est la conversion aux dogmes ultralibéraux de l'euromondialisme de la part de nos élites. Il faut ici tout particulièrement parler du protocole de Lisbonne, qui depuis l'an 2000 définit et oriente avec le consentement, ou devrait-on dire plutôt la complicité des gouvernements successifs, UMP comme PS, l'ensemble de nos politiques éducatives. Preuve en est que les objectifs définis par le Conseil européen et que traduisent ces directives ont constamment été réaffirmés depuis. En 2001 à Göteborg, puis à chaque point d'étape, le rapport Garrigue de 2003 déplorant par exemple une insuffisante mise en conformité des réformes nationales relativement à ces objectifs. Qu'à cela ne tienne, l'ensemble des ministres, qu'ils soient UMP ou PS, se sont chargés avec empressement et dévouement, avec la servilité qu'on leur connaît à l'égard des instances non élues de l'UE, de cette mise en conformité, à commencer par François Fillon, dont la loi de 2005 constitue une traduction à peine masquée des dictats éducatifs de l'Union européenne. La stratégie définie à Lisbonne est d'abord exclusivement à visée économique. Il s'est agi de faire de l'Union européenne le cadre de l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, en retenant comme modèle exclusif et sacralisé celui des États-Unis d'Amérique. À cette fin, la principale mission reconnue à l'école est-elle devenue celle de l'employabilité, de surcroît envisagée sous l'angle de la flexibilité des emplois. De ce point de vue-là, toutes les régressions, en termes de savoir effectivement enseigné, devenaient possibles.
Et entreprenait-on de réaliser ce qu'à la même époque, Jean-Claude Michat, que nous avons souvent cité dans un livre dont je recommande la lecture, L'enseignement de l'ignorance, désignait comme l'école du capitalisme total. Les dictats européistes de Lisbonne, ce fut d'abord le socle commun des connaissances, sorte de moins-disant sans précédent en termes d'instruction mise en place par la loi Fillon de 2005. Ce fut la diffusion chez les élèves de l'esprit d'entreprise au détriment des savoirs fondamentaux et d'une culture humaniste réelle. Ce fut la vénération du dieu numérique, dont on sait qu'il n'apporte rien à l'école et dans lequel pourtant, Najat Vallaud-Belkacem notamment, voit une sorte de panacée à tous les maux dont elle souffre. Ce fut aussi l'apprentissage de l'anglais en primaire, alors même que le français n'est pas maîtrisé. Le rapport Tello de 2004, sur la base duquel allait être justement conçue la loi Fillon, osait ainsi proclamer, je cite, que les compétences fondamentales pour le citoyen du XXIe siècle sont en définitive l'anglais de communication internationale et les technologies de l'information et de la communication. Et ces directives étant donc européennes, les autres pays les ont aussi largement suivies. Et l'on saura gré à l'ancien président du Conseil italien, Berlusconi, d'avoir eu le mérite de résumer dans une formule percutante les objectifs qu'on a signés à présent à l'école Made in Lisbonne, Inglese, Impresa, Internet. Le peu de foi de nos élites dans la France, voire, et parfois il n'est pas douteux donc que ce soit le cas, leur aversion pour elle constitue une quatrième des principales causes du déclin de l'école. Nos élites se sont à ce point converties à l'euromondialisme qu'elles se sont totalement détournées de la France, qu'elles n'aiment pas le plus souvent, au point de systématiquement dilapider toute transmission par l'école de l'héritage français. Julien nous avait, il y a un peu moins d'un an, longuement parlé des effets de la réforme du collège sur l'enseignement de l'histoire. C'est ce à quoi nous assistons par ailleurs, eh bien, avec l'enseignement du français. S'il m'est permis de citer quelques phrases de notre lettre trimestrielle, dont le dernier numéro était justement consacré à la langue française, nous demandions d'où Najat Vallaud-Belkacem tient-elle cette détestation de la langue française pour prétendre à ce point en liquider l'enseignement. En effet, le nombre d'heures avec la réforme du collège, des heures allouées au français, connaissent une amputation sans précédent. C'est aussi ce qui conduit nos élites, cette aversion, cette détestation pour la France, eh bien, à saper, à mettre un terme, à poser l'arrêt de mort des langues anciennes. La réforme du collège, en effet, en fait disparaître la possibilité de l'apprentissage. Nous demandions également, dans notre même numéro de la lettre numéro 9, les jeunes Français, quel que soit leur milieu d'origine, trouvaient un modèle de rigueur grammaticale et un éclairage irremplaçable sur les racines de leur langue. Eh bien, cela en est fini, puisque ces langues anciennes, il n'est plus possible de les enseigner. En quatrième lieu, eh bien, on considère l'apprentissage de la citoyenneté. L'on ressent de façon extrêmement nette que nos élèves ont besoin, et sans doute dès un âge très précoce, d'un véritable enseignement d'instruction civique. Ils ignorent effectivement le fonctionnement de nos institutions, et pourtant l'école a pour finalité de former de futurs citoyens. Il y a une véritable parodie de l'instruction civique. Eh bien, nous voyons là effectivement, dans cette parodie d'instruction civique, la marque d'une détestation de la nation. Face à ces constats, la question se pose de savoir ce que nous pouvons attendre, ce qu'il est encore possible d'attendre en matière d'éducation des partis du système qui, alternativement et depuis tant d'années, se succèdent aux responsabilités. L'UMP, rebaptisée les Républicains, une antiphrase en soi, tenait le 6 avril dernier une journée thématique de travail sur éducation et enseignement supérieur, qui faisait suite à une tribune de Nicolas Sarkozy, parue dans un grand quotidien national, et à une séance de questions-réponses organisée autour du même Sarkozy sur sa page Facebook. Cette journée sur l'éducation s'accompagnait d'un document d'orientation de 16 pages, paru pour l'occasion et préludant, semble-t-il, au projet présidentiel. J'ai lu avec attention ce document et n'ai pas manqué de réagir le jour même par voie de communiqué de presse. On nous y parle de centrer l'école primaire sur les fondamentaux, de rétablir l'autorité des maîtres, de valoriser le mérite, d'appliquer une laïcité intransigeante.
Bref, en apparence du moins, du collectif Racine dans le texte. Mais on ne saurait bien sûr être dupe. Et comment le serait-on? Le subterfuge électoraliste saute d'ailleurs aux yeux. 2012, à en croire les pseudo-républicains, serait l'an zéro du déclin de l'école et de l'université française. L'éducation nationale a erré pendant 4 ans, lit-on par exemple dans ce document. Or, chacun sait bien, et on l'a rappelé, que ce sont aux politiques éducatives conduites tour à tour par les républicains, ex-UMP, comme par le PS, et ce depuis 40 ans, qu'est imputable l'état calamiteux de notre école et de notre université, de sorte que nul, bien sûr, n'imaginera qu'il traduirait ces pseudo-républicains s'ils retrouvaient le chemin des responsabilités, ces beaux principes en réformes effectives. D'ailleurs, quoi que vaille la résolution, par 4 fois affirmée au cours de ces 16 pages, la résolution de se tenir à distance de toute idéologie, nous jure-t-il, c'est à l'idéologie européiste, bien sûr, celle qui stérilise les principes de la République, que les républicains, entre guillemets, sont inféodés. Et la présence du fanion européiste, sous l'égide duquel s'est donc tenue cette journée, suffisait à rappeler la soumission des politiques éducatives passées et à venir des pseudo-républicains au protocole de Lisbonne. De sorte que s'il fallait encore s'en convaincre, rien, strictement rien, n'est à attendre, sinon le pire, de ces politiques éducatives et les beaux principes authentiquement républicains, eux, affirmés parce que cela n'engage pas à grand-chose, n'est-ce pas, quand on est dans l'opposition, ces principes ne trouveraient, au cas malheureux où ces gens-là revenaient aux responsabilités, aucune traduction réelle. Nous l'avons dit, et ne cessons de le répéter, tant c'est l'évidence, ces politiques conduites par le gouvernement actuel, la catastrophique réforme du collège en particulier, l'UMP, si elle était aux responsabilités, les mènerait peu ou prou à l'identique. Tant l'UMP comme le PS partagent les mêmes allégeances et se retrouvent jusqu'à se confondre dans une même soumission à Bruxelles et à Lisbonne. L'école, j'y ai suffisamment insisté, constitue un enjeu majeur pour la nation. Son redressement ne peut donc être qu'une grande cause nationale, de sorte que l'impératif et l'urgence, c'est de retrouver une véritable souveraineté éducative. La nation française doit retrouver la pleine maîtrise de ses politiques éducatives, et à cette fin, la France doit faire preuve d'une volonté politique totale, et nous savons que nous n'en manquerons pas. En charge d'alimenter la réflexion qui conduira à l'élaboration du programme présidentiel, dans sa partie enseignement, éducation et formation, nous avons d'ores et déjà investi l'ensemble des dossiers concernés. Et les 8 groupes de travail que nous avons constitués en interne au sein du collectif Racine rassemblent spécialistes et praticiens, enseignants de la maternelle à l'université, mais aussi les agents et les cadres administratifs qui remplissent leurs fonctions dans le souci d'apporter des réponses innovantes aux enjeux de l'avenir. Nous réfléchissons en profondeur et présenterons le moment venu des propositions abouties à notre présidente Marine Le Pen. Mais nous laisserons affleurer, d'ici à la publication du programme définitif, quelques-unes des conclusions de nos travaux. Et je vous invite à en prendre connaissance, notamment en vous rendant sur notre site internet ou en vous abonnant à notre lettre trimestrielle. C'est aussi dans cet esprit qu'à l'occasion de ces conférences, nous venons à votre rencontre, non seulement pour rechercher votre approbation, mais aussi pour solliciter votre ressenti. Je tracerai rapidement, parce que j'ai déjà beaucoup parlé, 8 principaux axes de redressement de notre système scolaire et universitaire. Tout d'abord, le bon sens impose de réformer le système à partir de la base, c'est-à-dire à partir de l'école primaire, dont dépend l'égalité des chances. Nous menons ainsi une réflexion sur ce que doivent être les enseignements fondamentaux en primaire et leurs méthodes. L'école primaire, et tout particulièrement l'école élémentaire, ont les justes désignations de leur mission. Elles doivent prioritairement transmettre aux enfants les éléments de toute instruction, c'est-à-dire les savoirs fondamentaux que constituent la lecture, l'écriture et le calcul. Chaque enfant doit sortir du primaire en maîtrisant ses fondamentaux. Cela exige du point de vue des contenus qu'ils cessent d'être revus à la baisse et que leur transmission ne soit plus différée, comme semble le préconiser un certain nombre d'organismes ministériels, d'ailleurs en réponse notamment à la journée d'études des si mal nommés républicains qui préconisaient quant à eux une classe de CP+. Très significativement, l'apprentissage de la lecture.
Les méthodes actuelles, nous en avons beaucoup parlé, nous les avons beaucoup critiquées, relèvent en réalité de la fausse modernité, outre qu'elles ont condamné depuis une bonne quarantaine d'années bien des enfants à la dyslexie. Ce que nous apprennent au contraire les études neurologiques les plus récentes, c'est que le cerveau exige des apprentissages allant du simple au complexe, en l'espèce de la lettre à la syllabe, puis au mot et à la phrase. Mais c'est de façon plus générale que doit opérer ce recentrement de l'école sur ses missions essentielles. Ce n'est pas, on l'a dit, en plaçant l'élève au centre du système, en prétendant lui faire inventer ses propres savoirs, qu'on va pouvoir l'élever dans le savoir. Mais c'est bien en lui dispensant un enseignement exigeant et en lui donnant le goût de l'effort que l'école doit lui permettre de trouver du sens et de s'épanouir. L'école a pour mission d'instruire, elle n'a pas, ou alors secondairement, parce qu'il y a une certaine édification qui s'opère par le savoir, elle n'a pas pour mission prioritaire d'éduquer, ce qui est le rôle des familles. Nous devons par ailleurs, bien sûr, recentrer l'école sur le principe de l'égalité républicaine bien comprise. Nous avons très souvent cité une phrase assez célèbre de Paul Langevin, compagnon de route du Parti communiste, certes, mais qui avait beaucoup compris des principes de la République. La phrase est la suivante: l'école, disait-il, doit opérer la sélection des meilleurs par la promotion de tous. Eh bien, voilà la formule qui, à elle seule, explicite ce qu'est cette égalité républicaine sur laquelle les disciples de Bourdieu et Bourdieu lui-même, en réalité, ont commis les plus graves des contresens. Dans cette perspective, le mérite, les efforts, on l'a aussi dit, doivent être pleinement reconnus et il faut en revenir, sans doute, à un certain nombre de dispositifs de reconnaissance symbolique. On pense, bien entendu, au prix, aux bourses, à ces bourses au mérite qui ont été supprimées, qu'il faut évidemment, par l'État, les régions souvent les rétablissent, il faut évidemment généraliser le système des bourses au mérite. Cela va profondément de soi. Et puis, l'égalité républicaine, la sélection des meilleurs par la promotion de tous, elle suppose bien entendu que l'école parvienne à transcender les inégalités d'origine, de milieux sociaux d'origine. Ainsi, nous sommes-nous prononcés, de même que notre présidente, eh bien, à plusieurs reprises, comme étant favorables au port d'un vêtement indifférencié, on peut appeler uniforme, mais on voudrait nous faire passer pour d'affreux militaristes, ce qui n'a finalement pas grand-chose à voir. L'intérêt d'un vêtement indifférencié, qui réglerait bien des problèmes d'ailleurs, eh bien, c'est de ne pas rendre manifeste ces différences, précisément de milieux sociaux, qui sont éclatants du fait des vêtements que portent les élèves, et l'école doit effectivement passer par là, parce que, encore une fois, elle a justement vocation à transcender ces inégalités d'origine. Nous réfléchissons également aux paliers d'orientation et de sélection juste qui doivent permettre à tous les enfants et les jeunes d'accomplir leur scolarité et leurs études en s'épanouissant et en parvenant à donner le meilleur d'eux-mêmes. Cela commence d'abord par la souveraineté du conseil de classe. Il importe en effet, la mesure, le projet est en discussion, parce que, sans doute, bien qu'il ne soit pas infaillible, les maîtres, les enseignants sont-ils souvent les mieux placés pour comprendre ce que l'élève sera en mesure de réussir comme étude? Eh bien, il conviendra sans doute de redonner au conseil de classe un poids beaucoup plus important, beaucoup plus décisif pour ce qui concerne l'orientation de nos élèves, et ceci, par ailleurs, sur fond d'une différenciation des voies. L'un des principaux chantiers est ici celui de la revalorisation effective de la voie professionnelle, qui ne doit plus être choisie par défaut, ce qui s'accompagne toujours d'un sentiment de relégation. Comment d'abord faire évoluer le collège pour que chaque enfant y trouve sa place? L'impératif est bien sûr, nous sommes de très nombreuses fois exprimés à ce sujet aussi, d'en finir avec le collège unique. Comment donner toutes ces lettres de noblesse à l'apprentissage qui doit devenir une filière de formation pleinement qualifiante et
nous nous sommes prononcés également, c'était déjà le cas lors de la présidentielle de 2012, pour l'apprentissage à 14 ans. Il nous faut envisager les moyens concrets de cette revalorisation de la voie professionnelle. Nous pouvons par exemple concevoir de fusionner ensemble l'enseignement professionnel et l'enseignement technologique, y compris tertiaire, ce qui, sans nul doute, contribuerait pour une part non négligeable à la revalorisation du premier. Et dans le même esprit, nous pouvons envisager de constituer de grandes écoles des métiers qui pourraient connaître comme antichambre des classes préparatoires qui pourraient être situées, ces classes préparatoires, dans les lycées les plus prestigieux, les centres-villes. Et quitte à briser un tabou 68 ans, ce que je fais sans trop de scrupules, il faudra bien, dans le bien des étudiants et de leurs familles, introduire la sélection à l'université. À l'exception de certaines filières, par nature sélective, comme la médecine, le drame de l'université, c'est la massification. Battant en brèche toute sélection, on laisse s'engager dans de nombreuses filières pléthore d'étudiants en les condamnant à l'échec, en les trompant sur les débouchés réels, sur ce qu'ils seront en mesure d'obtenir comme débouchés, et en trompant ce qui est peut-être d'une certaine façon pire, leurs familles, qui souvent font des efforts financiers pour payer de telles études. Eh bien, il faut en finir avec cette hypocrisie, et quitte à provoquer une petite révolution culturelle, c'est amusant, une petite révolution culturelle contre les 68A, cette fois-ci, et dans le bien donc, des étudiants et de leurs familles, eh bien, il va falloir songer, et songer véritablement, d'autant plus que l'opinion est très largement en phase avec cela, donc établir des paliers de sélection juste, bien entendu, à l'université. En outre, et nous y tenons beaucoup, nous sommes partisans de la mise en place, enfin, d'un véritable enseignement d'instruction civique. Je l'ai dit, je l'ai évoqué, ce qui s'appelle, vous savez que l'éducation nationale adore les sigles et autres acronymes, ce qui s'est appelé un temps ECJS, éducation civique, juridique et sociale, je crois, ce qui aujourd'hui s'appelle EMC, c'est la nouvelle mouture, EMC, c'est-à-dire enseignement moral et civique, voilà, eh bien, en fait, a toujours constitué une imposture. On y organise des débats, on ne dispense, et c'est écrit noir sur blanc sur les textes dans les textes officiels qui encadrent ces pseudo-enseignements, on ne doit y dispenser aucun savoir, y transmettre aucune connaissance. Eh bien, il est temps de mettre en place un véritable enseignement civique. Cet enseignement, d'ailleurs, apportera un début de solution au problème d'insécurité scolaire, pour autant qu'il soit correctement mis en œuvre. Nous projetons à ce titre de dispenser à tous les niveaux un véritable enseignement, donc, qui devra, selon notre réflexion en cours, eh bien, dispenser des notions de droit constitutionnel et de fonctionnement des institutions, une éducation à la défense, comme aux médias, le but étant d'envisager, nous en discutions il y a peu avec Valérie, de permettre aux élèves d'exercer leur esprit critique autant que faire se peut par rapport aux multiples contenus médiatiques dont ils sont en permanence abreuvés. En avant-dernier lieu, nous voulons par ailleurs, mais je ne vais pas développer ce point puisque ça a été fait avant moi, eh bien que l'école recommence à transmettre des raisons véritables d'être fier d'être français, et pour cela elle doit transmettre notre héritage national. Il faut, de ce point de vue-là, profondément revoir les programmes d'enseignement de l'histoire et de la géographie, mais il faut aussi redonner une place absolument centrale à l'enseignement du français et aux grands auteurs également de la littérature. Nous reverrons également en profondeur la formation et les missions des enseignants. J'ai évoqué tout à l'heure rapidement ce qu'il en est des désormais intitulés SP, ce que furent auparavant, qui étaient autrefois désignés par l'acronyme ou le sigle IUFM. Eh bien, ces écoles de formation des maîtres sont des véritables bastions du pédagogisme que j'ai également tout à l'heure fustigé. Nous croyons sincèrement que l'enseignement, la pédagogie, on peut utiliser le terme, est un art au sens d'une pratique dans laquelle on devient habile
pour autant qu'on en ait quelques compétences, au fur et à mesure où on la pratique. Et de ce point de vue-là, des cours théoriques, et le plus souvent totalement fumeux, qui prétendent dire aux enseignants comment il faut qu'ils s'y prennent devant des élèves réels, n'ont pas grande utilité ni grand sens. Enfin, et puisqu'une république volontariste ne pourra réformer l'éducation nationale et l'enseignement supérieur qu'en leur donnant des directives suivies des faits, nous réfléchissons aux modalités de la nécessaire et progressive recentralisation de leurs administrations. L'ensemble du système souffre d'un défaut de centralisation et de cohérence nationale, ce qui est particulièrement sensible au regard du peu de contrôle qui s'exerce relativement à des expérimentations pédagogiques plus ou moins hasardeuses. Notre pays a un besoin urgent d'un grand plan de redressement de son système scolaire et universitaire, et il n'a nullement besoin que des initiatives locales interfèrent avec une politique qui ne peut être conduite qu'au niveau national. C'est du reste une exigence républicaine que de garantir l'égalité de tous les élèves devant les enseignements dispensés en matière d'apprentissage de la lecture, comme en tout autre d'ailleurs. Dans ce cadre, nous travaillons des dossiers aussi centraux que celui de l'autonomie des établissements, que tu as évoqué, Julien, du statut et des fonctions des personnels de direction. Nous sommes favorables en particulier à la création d'un véritable statut de directeur d'école, ou encore du rôle que doivent remplir les corps d'inspection. En conclusion, par son école, une nation prépare son propre avenir. Les politiques scolaires doivent donc être décidées au niveau national, et c'est à l'État qu'il incombe de prendre en charge les politiques organisant le système scolaire, définissant pour chaque niveau d'enseignement ce qu'il s'agit d'enseigner et comment. N'oublions pas que notre école était, il y a quelques décennies encore, l'une des meilleures au monde. Que s'est-il donc passé pour qu'aujourd'hui elle fasse défaut à ce point? Si c'est par son école qu'une nation prépare son avenir, le fait que l'école aille mal, et la nôtre se porte décidément très mal, constitue le révélateur parfaitement clair de ce que la nation a largement renoncé à elle-même, a perdu ses ambitions et n'a plus grande idée de son avenir. Ici, comme ailleurs, la France doit retrouver sa souveraineté. Sa politique éducative doit être réorientée dans le sens de l'intérêt individuel des élèves qui rejoint celui collectif de la nation. Il nous faudra donc regagner une pleine souveraineté éducative, ce qui suppose ici, comme en beaucoup d'autres sujets, de nous dégager du carcan européen. Souveraineté éducative qui est une dimension décisive de cette souveraineté nationale qu'il nous faut plus généralement retrouver, car, à défaut, la France ne saura reprendre en main son destin. Je vous remercie de votre attention.